Ave Maya, tes statutory fundraising done round Ave Moritari liquidation. Oh putain, c'est compliqué mon intro de Ouais, hein. ça fait peur. Aujourd'hui, je suis avec Corben. Enchanté. Enchanté de même, pour discuter d'abord de Corben. Corben, qui tu es? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont te connaître, et peut-être, et c'est tout à fait paradoxal dans l'écosystème startup, des gens qui ne savent pas qui est Corben. Ouais, alors moi je suis blogueur depuis 2004 sur un site qui s'appelle corben.info, qui est en fait mon pseudo de l'époque. Et dessus. Comment t'as écumé ce pseudo d'ailleurs Bah, si tu veux, quand j'étais, on va dire, ado, hein, quand même, ça date d'il y a un moment. Donc, enfin, le pseudo, je l'avais avant 2004. Donc j'étais ado et il me fallait un truc un peu badass pour être sur les forums, tout ça, tu vois. Donc tu choisis un peu le pseudo qui te convient le mieux. Donc il te faut un K dedans, c'est important. Non, mais tout le monde s'appelait Neo, tu vois, parce que c'était à l'époque avec Matrix, etc. Moi, il y avait le 5e élément qui était sorti avec Bruce Willis. Et le héros, donc Bruce Willis, s'appelle Corben et moi je trouvais le personnage badass. Donc j'ai adopté ce pseudo, mais comme tu peux t'appeler, enfin peu importe le pseudo, tu vois, tu peux t'appeler John Wayne sur n'importe quelle forme. Mais comme finalement ma e-réputation entre guillemets, je l'ai construite à partir de ça, j'ai gardé ce pseudo et j'en ai fait un site et j'en ai fait maintenant une marque, etc. Donc je me suis approprié le truc. Quoi. Donc t'es blogueur depuis 2004. Ouais, enfin on va dire officiellement. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que tu t'écris des blogs? Non, j'écris des articles sur mon blog, uniquement sur mon site, sur mon blog. Et après, j'ai monté d'autres boîtes à côté. Donc, je profite un peu de cette visibilité pour monter d'autres choses. Donc, j'ai créé en je ne sais plus quelle année Remix Jobs, qui est un site d'emploi pour les développeurs, enfin, principalement pour les développeurs, pour les métiers du web. Où en fait, voilà, c'est un site d'annonce, hein, c'est un job board. Et puis ensuite, en 2013, avec mes associés, on a créé Yes We Hack, qui est un job board aussi pour les métiers de la sécurité. Et on a étendu il y a 1 an et demi, donc fin 2015, à une activité de Bug Bounty. Donc c'est une plateforme qui permet aux entreprises qui le souhaitent d'améliorer leur sécurité. Il y a la tempête, on va s'envoler. En récompensant les gens qui trouvent des failles de sécu en fait sur leur site web, dans leurs applications, etc. Donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est d'aider les boîtes à remonter un peu le niveau de leur sécurité en faisant travailler une communauté sur ce qu'elles ont en ligne en fait. Le bug bounty, c'est un sujet intéressant. Pour avoir eu moi-même quelques démêlés avec la justice, après avoir aidé des mecs à corriger leurs failles, les mecs te disent ouais mais tu nous as hacké. Ouais, enfin les mecs, je vous ai appelé pour vous dire qu'il y avait un problème. Ouais. Comment vous verrouillez comme ça que les mecs qui t'aident à trouver tes failles ne vont pas en prendre plein la tronche? En fait, c'est une démarche déjà volontaire de la société. C'est-à-dire qu'elle fait son programme de bug bounty, donc elle est demandeuse justement de ça. C'est pas, tu vas pas aller déranger une banque qui a peur de tous ces aspects-là. C'est quand même des gens qui sont habitués aux notions de sécurité, etc., qui ont souvent des équipes RSSI en interne. Voilà, donc il y a déjà cette culture dans les boîtes. Après, pour ce genre de cas où effectivement, si vous trouvez une faille sur un site qui n'a pas de programme de bug bounty, et voilà, c'est toujours dangereux de remonter cette faille à la société parce qu'elle peut porter plainte, parce qu'effectivement, vous avez trouvé une faille, donc effectivement, vous êtes rentré dans leur système. Et là, nous, pour ça, on a monté un service à côté qui est non-profit. Hein, c'est plutôt, c'est pour rendre service à la communauté, qui s'appelle zerodisclo.com. qui en fait permet de remonter des failles mais en restant anonyme. On joue un peu le rôle du proxy en fait entre le hacker, enfin la personne qui a découvert la faille et puis les CERT, donc les organismes qui sont habilités à traiter ce genre de choses qui ensuite contactent les sociétés. Donc voilà, et on peut se connecter en anonyme dessus en passant par le réseau Tor. Ça permet aux gens qui trouvent des failles de sécurité de les remonter, donc faire un peu leur boulot de citoyen finalement, un peu de lanceur d'alerte sur ce genre de choses. Ça part pas sur le marché noir, c'est pas parce que ça va directement aux sociétés impactées. Vous êtes tiers de confiance. Voilà, on est tiers de confiance. Disant, nous on les préviendra et ça vous évite
de vous mettre en frontal et ça. potentiellement D'avoir vous des retrouver ennuis. dans une situation un Voilà. petit peu compliquée. Donc on se positionne à cet endroit-là. Et comme c'est non-profit, il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de transaction financière. Donc du coup, c'est vraiment là Ouais, pour c'est le purement coup, vertueux, voilà, il y a pas parce que souvent ce que font les gens qui trouvent des failles, bon bah maladroitement, ils demandent une petite récompense ou un petit geste ou un petit truc. Et c'est ça qui fait qu'en gros là, on rentre dans le cadre du chantage. Et donc ça peut ramener la police chez vous le matin pour le petit déj, quoi. Voilà. Bonjour monsieur l'agent, un croissant. Un croissant, ouais. Ça nous amène à un autre truc, cette histoire de sécurité. Le web est quand même un endroit relativement en fait non sécurisé, les failles sont quand même assez permanentes. Ouais. Les gens ont souvent pas cette notion-là. Et aujourd'hui, on a un deuxième problème. On a un peu l'impression qu'il y a la moitié des gouvernements du monde qui essayent de savoir tout ce que vous pensez, tout ce que vous lisez en permanence. Theresa May vient de faire encore des grandes déclarations dignes, qui font passer 1984 pour une nouvelle un peu bleue et sympathique. Ouais. On a une loi en France qui est un peu rude quand même. Je sais pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Quelle analyse t'as de ce truc-là? Bah, l'analyse que j'ai, c'est que effectivement, il y a un besoin de contrôle des gouvernements de plus en plus fort. Parce que sur Internet, la parole est libre, parce que sur Internet, chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire au final, même s'il y a des lois qui sont, à mon sens, largement suffisantes pour contrôler tout ça. Mais voilà, sous des prétextes de terrorisme, de tout un tas de choses comme ça, il y a de plus en plus de lois qui sont, on va dire, intrusives par rapport aux gens, donc sur la vie privée, sur voilà, un peu de l'espionnage de Quand on dit masse. intrusive, qu'est-ce que ça signifie en vrai? Ça signifie, par exemple, tu peux faire un test Concrètement. assez simple chez toi. Tu vas sur ton compte Google et tu vas voir dans ton historique Google. Et là, tu vas pouvoir voir toutes les applications que tu as téléchargées sur ton téléphone Android. Tu vas pouvoir voir toutes les requêtes que tu as fait sur Google. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même que c'est les choses que vous tapez sur Google, ça peut être des choses très intimes, que vous diriez même pas à votre femme ou à votre mari, parce que c'est ce que vous avez dans la tête à un instant T. Et tout ça, vous le confiez à Google. Donc, ça fait partie aussi de secrets. Ça peut être du Google Maps parce que c'est des endroits où vous avez été, etc. Donc, tout ça, ça constitue un espèce de tas de données, pareil avec Facebook, pareil avec les mails, etc. Et toutes ces informations, elles sont dans des bases de données auxquelles soit la police a accès en direct, donc par exemple le gouvernement américain peut accéder à toutes ces données parce que les entreprises américaines sont soumises au Patriot Act, donc elles doivent collaborer avec le gouvernement, donc avec la NSA, pour transmettre ce genre de données. Et puis nous, par exemple en France, ce qui est en train de se faire avec les lois sur le renseignement et ce genre de choses, c'est effectivement mettre en place chez les fournisseurs d'accès Internet ce qui s'appelle un peu des boîtes noires, donc des points de captation de données, où toutes les données qui transitent entre chez vous et chez Google sont récupérées, copiées, stockées, et sur lesquelles après on peut avoir des recherches qui sont effectuées. Donc c'est pour ça que ce genre de loi c'est très dangereux. Après les remèdes contre ça, c'est tout ce qui est chiffrement de bout en bout. Donc c'est-à-dire que quand vous établissez un canal chiffré entre vous et un ami, par exemple, quand vous discutez, et tout ce qui passe dans le tuyau est illisible pour un État ou même pour quelqu'un qui va pirater la borne Wi-Fi sur laquelle vous êtes. Donc ça sert, ça dépend de qui on se protège. Et quand Theresa May nous dit mais il faudrait supprimer le chiffrement, c'est quoi les conséquences si on supprime le chiffrement sur Internet? Alors déjà, ça ne va pas empêcher les criminels, les cybercriminels, les terroristes d'utiliser du chiffrement, parce que sont un peu... on leur a dit de ne pas le faire. Voilà, c'est ça. Ils sont au-dessus des lois, ils s'en foutent, ils vont continuer à en utiliser. De toute façon, c'est ça. Il faudrait la peine de mort pour les kamikazes. C'est un peu le concept, c'est ça. Donc déjà, sur le raisonnement, c'est complètement bancal. Par contre, pour les citoyens normaux, ou même pour les entreprises, limiter ou réglementer ou supprimer le chiffrement, ça peut poser des tas de problèmes, notamment en termes de confidentialité de données. C'est-à-dire si là demain je supprime le chiffrement par exemple de tes emails, si tu as des secrets industriels, etc., moi en tant que concurrent, je peux venir t'espionner en mettant en place un petit piège ou un truc comme ça. Bon tu te fais piquer tes infos. Ou alors, tout simplement, Le web devient une jungle du jour au lendemain, quoi. C'est comme c'est comme si vous envoyez des cartes postales. En fait. Vous envoyez des cartes postales, le facteur peut la lire. Donc si vous ne chiffrez pas, tout le monde peut lire ce que vous transmettez. Peu importe ce que vous transmettez, des photos, du texte, peu importe. Et quand vous chiffrez, vous enfermez, alors dans une enveloppe, mais voilà, une enveloppe qu'on ne peut pas craquer comme ça, quoi. Vous enfermez votre contenu et donc le facteur ne peut pas lire ce qui est... Ou quelqu'un qui va ouvrir votre boîte aux lettres, qui va en tout cas voir la lettre passer, ne va pas pouvoir lire ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que cette notion de GAFA,
les grosses entreprises américaines qui ont toutes les données face à l'Europe, c'est un sujet qui énerve beaucoup la Commission européenne. Il y a une loi qui sort l'année prochaine, la GRDP. Tu as une analyse là-dessus, sur ce qui est en train de se passer là-dessus, sur cette notion de privacy, ou pas du tout? Bah, là, si tu veux, sur la GDPR, le truc qui est intéressant, c'est que ça va imposer aux sociétés de faire attention aux données personnelles qu'elles collectent. C'est-à-dire que là, quand tu t'inscris sur un site web… Données et métadonnées d'ailleurs, hein. Oui, Le point important, c'est données et métadonnées. La métadonnée, c'est même pas la donnée elle-même, c'est par exemple l'IP que vous employez pour faire une requête est une métadonnée, c'est-à-dire c'est de la donnée de contexte autour de votre donnée. Et en fait, dedans, on a énormément d'informations intéressantes. C'est ça, oui, ça peut être les endroits où vous êtes parce qu'il y a la donnée GPS, enfin, c'est des choses que vous ne produisez pas vous-même et qui sont un peu autour, quoi. Et donc la GDPR, c'est important parce que justement, comme il va y avoir des amendes, des choses comme ça va obliger les sociétés à mieux sécuriser les données personnelles des gens. Donc c'est quelque chose de bon pour le citoyen en fait. Donc moi je trouve ça bien. Après, par exemple, le fait d'obliger par exemple Google à stocker les données personnelles sur le sol européen ou Amazon pareil, bon. C'est un peu de l'hypocrisie, entre guillemets, parce que rien ne les empêche ensuite de reprendre ces données et de les transférer dans leur propre data center aux États-Unis. On n'a pas le droit de le faire dans la loi. Ouais, mais bon, après… L'amende est lourde. Oui, mais bon. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont, pour moi, qui sont un peu de l'ordre de l'irréalisable, en fait. Enfin, qui sont en théorie très bonnes, mais bon, après on verra. Mais bon, sur la GDPR, moi, je suis plutôt convaincu que ça va être un bon truc. Et ça fait prendre conscience aux entreprises qui font n'importe quoi avec les données personnelles des gens, que maintenant voilà, ça va se faire dans un cadre raisonné, c'est-à-dire qu'il faut que la boîte elle mesure ce qu'elle va demander aux gens, c'est-à-dire qu'une société qui n'a pas besoin par exemple je sais pas, de votre adresse personnelle, si elle la demande, elle outrepasse un peu ses droits, quoi. Donc faut que ça soit raisonné, il ne faut plus qu'elle vous piège en mettant la petite case précochée qui accepte de revendre vos données personnelles, ou vous acceptez de revendre vos données personnelles, il ne faut plus qu'elle vous piège, etc. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont sympas. Pour parler de MyAmateur, donc on a un programme MyAmateur. MyAmateur, l'objectif est d'offrir à des jeunes doers, designers, techniciens, la possibilité de venir créer leur start-up, étudiants entrepreneurs, primo-entrepreneurs, des gens comme ça. On leur offre un lit, parce que souvent ils n'ont pas d'argent, donc on leur offre un lit, de la bouffe, un bureau. On leur file des connexions avec des mecs un peu cool et on les booste pour qu'ils puissent créer leur boîte. La stratégie là-dedans, c'est essayer d'avoir des founders qui soient des geeks et de redresser la tête. Quelle analyse tu as là-dessus? Parce qu'en France, ça a quand même beaucoup du HEC quoi, qui crée sa boîte. Oui. Est-ce que tu as ce phénomène hacker in a cage? Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que hacker in a cage? Alors j'imagine, enfin je suis pas un expert de cette expression, okay, mais j'imagine que c'est justement mettre des gens techniquement très bons sous pression pour, mais sous pression par rapport à quand l'équipe, en fait, c'est quand une équipe n'a pas d'osmose et que tu te retrouves avec des mecs dans une cage qui bossent à fond, les autres qui te disent non mais pour l'instant on peut pas aller faire les ventes, il n'y a pas le produit. En fait le produit il sort jamais quand on est à ce niveau-là, en fait. Ça n'a pas de sens en fait. D'accord. Ok, mais il y a beaucoup de boîtes comme ça. Il y a beaucoup de boîtes comme ça, effectivement. Monter sa start-up web, c'est un peu, ça a toujours été un peu dans l'air du temps. Donc ça attire beaucoup de gens en école de commerce, de gens qui pensent plus à faire de l'argent qu'à faire un projet pour monter une vraie boîte ou faire évoluer la société. Et les hackers, ou même les développeurs, sont plus dans le pendant opposé où ils pensent d'abord peut-être au produit, d'abord à ce qu'ils vont faire techniquement, etc. parce que ça les éclate, mais peut-être moins sur le business model, peut-être moins sur la façon de faire de l'argent avec. Et c'est là où il y a un problème en fait. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser à la technique et aux produits des gens qui sont d'HEC, etc., qui veulent faire du business, ou alors sensibiliser plutôt en termes business des gens qui codent ou qui ont les mains dans le cambouis. Et moi je pense que c'est plus simple de faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de sensibiliser aux notions entrepreneuriales des mecs qui connaissent rien en marketing, qui connaissent rien en gestion de boîte, mais qui savent bien coder, qui ont des bonnes idées, qui ont peut-être un truc qui est sympa mais qui n'ont pas encore trouvé la façon de l'habiller pour pouvoir le vendre et en faire un vrai business qui va faire vivre une boîte, leur permettre d'embaucher, de gagner de l'argent, etc. Et de pérenniser un projet comme ça. Voilà, c'est ça. Cette communauté autour des développeurs, toi tu es quelqu'un qui a une énorme audience
on peut le dire comme ça, Oui. qui est une audience qui passe complètement à côté, pour certains qui ne comprennent mais même pas cette notion d'audience que tu as. Et comment ça se fait? En fait, c'est qui lit Corben? Qui est la personne qui lit Corben? Alors j'ai une vision assez, on va dire, romantique de tout ça parce qu'effectivement, il y a à peu près 2 millions de visiteurs uniques par mois, donc je peux pas forcément savoir. Voilà, mais globalement, je veux dire, c'est. Non, mais dans les échanges que j'ai. Parce que t'as quand même toujours la notion d'une grande sincérité dans tes échanges. Ah oui, oui, quand oui, tu oui. sais pas un truc, tu dis je sais pas, j'en ai aucune idée. Quand il y a un truc que t'aimes bien, tu dis j'aime bien. Tu dis ça, j'aime pas. C'est toujours. T'essayes pas d'habiller le machin, Ouais. tu fais pas de langue de Mais bois. ça, c'est moi, si tu veux. Oui, mais c'est aussi pour ça que Ouais. t'as ton audience, je pense. Enfin, je ne vois pas pourquoi les mecs suivraient un espèce de discours très lisse, tu vois. Ah oui. Et donc, dans les échanges que tu as avec qui, c'est quoi selon toi les gens qui te suivent, tu vois? Bah, ce sont des gens qui sont bidouilleurs, qui aiment bien justement mettre les mains dans le cambouis, expérimenter des trucs, qui s'intéressent à l'informatique, mais au sens global. Hein. C'est pas juste, c'est pas que des entrepreneurs, c'est vraiment même des mecs qui vont bidouiller du Linux, du Windows, qui vont s'amuser avec des Raspberry Pi, ou même tout simplement qui s'intéressent aux nouvelles techno, aux tendances, sur certaines choses. Donc c'est voilà pour moi, enfin l'audience de mon site, je la vois comme une audience de bidouilleurs, de passionnés, de mecs qui aiment bien toujours trouver le petit truc un peu, sur lequel ils vont pouvoir passer leur journée, tu vois, expérimenter tel soft. Ah bah tiens, un nouveau joujou que je leur donne entre guillemets, qu'ils vont pouvoir installer, tu vois, ça peut être un petit outil ou alors un tuto sur un truc un peu par exemple de faire des backups sous Linux, enfin des trucs des fois assez simples, hein, mais qui justement, moi mon but c'est de faire ce que j'appelle la vulgarisation. Donc si tu veux, c'est prendre des concepts qui peuvent être un peu barbares, un peu bruts, un peu complexes et d'essayer de les transmettre du mieux que je peux pour justement tous ces gens-là qui aiment bidouiller mais qui sont pas forcément à l'aise avec tous les termes de barbus qu'on peut voir. Enfin voilà, parce qu'il y a quand même une notion un peu élitiste. On est entre barbus, on va utiliser plein de termes, plein d'acronymes, de choses comme ça. On se comprend. Mais un mec qui est tout seul, isolé un peu chez lui, un mec ou une fille, hein, peu importe, mais qui est isolé chez lui ou chez elle, et qui a pas justement tous ces contacts, qui n'est pas dans une communauté, qui n'a pas cette facilité. Essayer de fédérer les gens, de leur donner de l'information. De leur donner les billes en fait. Ouais. Donc juste avant, après ils se débrouillent, ils vont creuser. Moi je rentre jamais trop dans les détails parce que justement trop technique, etc. Je donne plutôt envie en fait aux gens. J'essaie de je fais d'un truc un peu technique, un genre de produit d'appel en leur disant c'est cool, tester, etc. Et après ils se débrouillent quoi. Ils vont télécharger ce qu'il faut, ils vont suivre d'autres tutos, ils font leur vie. Mais c'est ce que j'essaye de faire en fait, de transmettre un peu ma passion à travers le site. Ok. Et du coup, cette vision-là, t'es assez fortement ancré dans cette communauté très geek, très tech, voire un peu nerd. Il y a un côté aussi un peu gaming facilement chez toi, les gens qui se sont amusés avec la machine. Tu fais aussi partie des gens qui aiment s'amuser avec leur machine. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les développeurs. Tu as des développeurs, ils font des blocages sur le jeu vidéo. Moi, par exemple, j'ai toujours été nul en jeu vidéo. C'est une Moi aussi, catastrophe. je joue pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, j'aime bien. Mais t'as la culture. Moi, j'ai la culture. Je joue quasiment jamais, mais j'ai la culture. Ça m'amuse. J'ai toujours aimé les jeux vidéo. Ouais. Bon, en vrai, quand j'y joue, c'est nul. Et puis en plus, je me fais défoncer. Donc, pareil. Assez rapidement, ça me passe. Et je me dis, bon, bah voilà, j'ai téléchargé 15 gigas. Et puis, je vais pouvoir les virer parce que voilà. J'achète aussi beaucoup de jeux auxquels je joue peut-être une demi-heure. Puis après, j'y touche plus pour toujours. Quoi, mais pareil. Mais tu as quand même pris du plaisir pendant une demi-heure, ce qui est somme toute l'essentiel, tu vois. C'est ça. Et donc en fait, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il est en train de se produire un truc en France. Ça fait quand même des années et des années que le geek, le développeur, c'était un peu l'ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs, Windows 98. Tu sais, du fameux clip qui nous a beaucoup porté préjudice pendant longtemps. Oui. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de sortir de ça. Est-ce que c'est une vision que tu as vraiment ou pas? Oui, parce qu'en fait, moi je l'ai plutôt du côté hacker. C'est la vision hacker. Moi je parle beaucoup de sécurité sur le site, donc je côtoie beaucoup cette communauté de hackers au sens, alors pas au sens cybercriminel, hein, c'est pas des gens qui vont pirater votre ordi et vous voler de l'argent. C'est plutôt au sens
justement de bidouilleurs, de gens qui aiment bien détourner des usages, voilà, des choses informatiques ou non. Et je le vois, on le voit par exemple avec la démocratisation de tout ce qui est Raspberry Pi. C'est vrai que voilà, ça a ouvert de nouvelles portes et ça se démocratise, oui, parce qu'on le voit autour, enfin moi je le vois autour de moi, c'est-à-dire que les entreprises font de plus en plus confiance justement à ces hackers, à ces bidouilleurs, même les communes, voilà, les villes, etc. Il y a des projets qui se montent, il y a des hackerspace, il y a des hackathons, il y a tout un tas de trucs. Alors bien sûr il y a toujours l'aspect dev un peu aussi autour de ça, mais voilà, et ça se développe de plus en plus. Et j'espère qu'à terme, ce mot hacker, qui est très aimé par Hollywood pour faire peur à ma grand-mère, sera un jour un peu réhabilité pour Tu veux dire le moment où tu débarques avec un clavier flexible, tu le déroules, tu te plugs et tu fais je suis rentré dans le système. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, et puis j'ai fait sauter la centrale nucléaire. Donc voilà, il y a ce côté-là qui est assez romanesque, voilà, mais qui est plutôt au côté cybercriminel. Alors que le hacker en tant que tel, c'est vraiment quelque chose qui est noble. En fait, c'est vraiment du bidouilleur, c'est quelqu'un qui va au fond des choses. Et sur le côté cybercriminel, justement, j'ai l'impression que souvent les gens n'ont pas conscience de qu'est-ce que c'est un virus. Enfin, le virus qui était là pour détruire les fichiers des années 90, c'est plus vraiment ça. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un virus ou un trojan, c'est quoi son boulot? Comment ça fait de l'argent? C'est quoi les leviers économiques de ce truc-là? Alors là, la grande mode en ce moment, c'est tout ce qui est ransomware. Ça fonctionne comment? Alors ça fonctionne, souvent ça arrive par mail. Vous recevez un truc, vous allez télécharger une pièce jointe, enfin classique en fait, assez classique, ou par clé USB, ou par le réseau de l'entreprise, ou peu importe. Et ça va commencer à chiffrer, donc voilà, chiffrer tout votre disque dur. Donc tout ce qui va être dessus ne sera plus lisible. Donc par exemple, quand on est une boîte, on perd toute sa comptabilité, on perd ses mails, on peut plus bosser quoi, tout simplement. Donc ça paralyse des réseaux. Et ensuite, les cybercriminels demandent une rançon. Donc si vous payez, alors vous payez en bitcoin, vous payez en monnaie, en crypto-monnaie, etc. Et vous payez la rançon et là ils vous donnent la clé en fait de déchiffrement. En gros, ils prennent en otage vos données, donc toutes vos ressources qui ont de l'importance, parce que souvent les boîtes font pas de sauvegarde efficace, voilà. Et les gens payent en fait. Et voilà. Donc c'est ça le business. Premier en fait, gros business en ce moment à la mode, le ransomware. Ouais. Le business historique, parce que les gens disent souvent j'ai eu un virus, mais ils s'en rendent compte que quand le truc est actif, mais la plupupart des PC verrouillés, en fait, ça ne se voit pas. Non, ça se voit pas parce qu'avant ça se voyait parce que ça faisait ramer l'ordi, etc. Maintenant, l'objectif de ces virus, c'est d'être discret. Alors le ransomware, on le voit bien. Pourquoi être discret? À quoi ça sert? Je vais t'expliquer parce qu'en fait, l'autre penchant, par exemple, c'est pouvoir mener ce qui s'appelle des attaques DDoS. Donc des attaques qui vont paralyser des machines, des serveurs. Et alors pour faire ça, il faut le faire de manière distribuée. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir sous son contrôle, quand on est un criminel, avoir sous son contrôle une grande quantité d'ordinateurs. Pour pouvoir justement attaquer massivement en même temps, donc simplement faire des connexions tout le monde en même temps sur un point central, donc par exemple le serveur d'un concurrent ou ce genre de choses. Et pour faire ça, il faut qu'on prenne le contrôle de l'ordinateur de Madame Michu. Donc Madame Michu, on va lui implanter, ou Monsieur Michu, on va lui implanter un virus qui va rester très discret, qui ne fera pas ramer, qui ne va pas éveiller ses soupçons, qui sera, voilà, c'est ce qu'on appelle une machine zombie. C'est-à-dire que lui va l'utiliser de manière normale, mais le jour où le cybercriminel décide de l'utiliser pour activer son botnet, c'est un botnet, il a une arme, il a une arme à sa disposition. Et en quelque sorte, le mec te vole de la puissance serveur. Oui, c'est ça, il vole la puissance serveur mais ça se fait aussi sur les objets connectés. Par exemple, il y avait des failles dans les caméras IP. Donc des caméras qu'on retrouve partout. Des cybercriminels ont trouvé une faille et ont pris le contrôle de ces caméras. Et d'un seul coup, toutes les caméras sont mises à attaquer. C'était des serveurs. Et pour être clair, les gens du coup qui possédaient ces caméras n'avaient même pas idée que les caméras étaient en train d'attaquer qui que ce soit. Ça ne se voit pas en fait. Non, ça se voit pas. C'est pas un moment ton ordinateur devient tout méchant, il lui pousse des yeux rouges et là il se met à courir avec ses petites pattes en t'attaquant quoi. C'est pas ça. C'est en fait le truc attaque et tu sais pas en fait. Au pire, tu vas te dire Internet RAM aujourd'hui, oh zut, mais t'en as pas conscience quoi. Donc ça c'est vraiment une économie parallèle et c'est un monde qui est assez discret. Mais qui est assez marrant en fait à découvrir et entre autres c'est assez drôle d'aller le lire sur ton blog. Ça s'est beaucoup développé cette culture tech où ça évolue et par moi c'est un parallèle avec un autre truc, le marché de l'emploi des développeurs. Tout le monde me dit c'est hyper dur de recruter des développeurs. C'est quoi l'état du marché de l'emploi de recruter des devs en France?
Bah alors, je suis désolé de dire ça, je vais faire de la peine à beaucoup de monde, mais développeurs maintenant, dans l'état actuel, si tu veux, il y avait une pénurie de développeurs à un moment. Maintenant, il y a beaucoup de développeurs qui sont pas vraiment forts, enfin, qui sortent de l'école, qui sont jeunes, qui sont pas très expérimentés. Et c'est un peu devenu un peu pour les boîtes de la chair à canon, quoi, les ouvriers à la chaîne, quoi. C'est un peu, il manque de ce côté un peu créatif. Et c'est malheureux parce que les développeurs, bah, ils ont aussi, enfin, il y a tellement de langage de développement, il y a tellement de choses à faire autour du dev qu'il y a très peu ils sont un peu noyés dans la masse, quoi. C'est des développeurs, bah, c'est interchangeable, etc. Et je trouve dommage que. Est-ce que le problème, c'est pas qu'on a formé aussi des gens qui en fait n'avaient pas la passion? Il y a sûrement ça aussi. À la base, c'est quand même un métier de passion. Moi, oui, c'est ça, mais je ne connais pas de bon développeur qui n'ait pas fait quelques nuits blanches à faire des conneries. Tiens, je vais recompiler le noyau Linux, ça va mal se passer. C'est ça, il y a des développeurs qui sont passionnés, qui vont contribuer à des outils libres, qui vont passer leur nuit, comme tu dis, etc. Ou qui vont même se spécialiser sur des technos un peu innovantes qu'on ne retrouve pas, qu'ils n'ont pas appris à l'école. Et puis, tu as des développeurs qui ont fait ça parce qu'il fallait bien faire un boulot, qui ont suivi un cursus. Comme tu peux suivre un cursus pour être prof ou pour être médecin ou machin, mais sans effectivement cette passion. Et eux, ça fait des développeurs qui sont moyens, qui ne s'intéressent pas aux choses qui sortent, qui n'essayent pas d'aller plus loin que ce qu'ils savent faire, que ce qu'ils ont appris à l'école. Et malheureusement, on retrouve beaucoup ça. Et bon voilà, c'est cette espèce d'esprit un peu interchangeable qui est malheureux. Donc quand on est un développeur passionné, on est un peu noyé dans la masse. Et donc pour se distinguer, pour essayer de percer, etc., c'est vrai qu'il faut garder cette passion, cette flamme en fait, qu'on a, et donc pas hésiter effectivement à monter des projets sur le côté, donc pendant son temps libre, à contribuer à de l'open source, à vraiment créer des choses en fait, qui feront peut-être la différence sur un CV ou en tout cas dans le boulot au quotidien, quoi. Pour les gens qui feraient MyAmateur, est-ce que tu aurais un truc où tu penses qu'ils doivent l'apprendre en quelques mois? Sur quoi d'après toi il faudrait que les mecs poussent et comment nous on pourrait le mieux les aider sur ce sujet-là? C'est quoi le profil de tes gars? C'est des jeunes et ils sont tech ou designers. Ils sont doers, ils font des trucs. D'accord. Oui, je vais manger de la non, mon conseil c'est de rester curieux, quoi. C'est-à-dire de creuser, d'aller au fond des choses. Donc c'est un peu toujours cet esprit un peu hacker, etc. De continuer à se poser des questions finalement sur ce qu'ils font. Et puis je sais pas, après d'essayer d'être transparent, d'être éthique, de faire quelque chose d'honnête en fait, et pas juste penser au pognon, ce genre de choses. C'est vrai que après ça devient vite compliqué, quoi. C'est de garder le cap. Mais bon, non, après j'ai pas vraiment de conseils. Je sais pas, écouter peut-être aussi les anciens, ceux qui savent coder depuis longtemps, qui ont déjà monté des boîtes, ce genre de choses. Aussi, tu vois, les écouter, ça peut être pas mal, ça peut être plein de bons conseils, on peut apprendre pas mal de trucs. Voilà. J'ai pas vraiment de conseils à donner à ces gens-là, ou même s'intéresser peut-être aussi à des choses. Pas nécessairement à eux, mais nous dire ce qu'il faudrait qu'on leur dise, toi. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, donner des conseils à des gens, c'est simple. Oui. Et de dire, en fait, moi je pense que dans votre programme, ce qui va manquer, c'est ça. C'est un autre sujet. Ouais, après, faut être honnête aussi avec eux, mais non, j'en sais rien, j'ai pas de réponse là-dessus. Je sais pas ce que tu leur sers à manger à la cantine, mais essaie de leur donner des trucs, autre chose que de la malbouffe, quoi. On est sur tout un sujet là-dessus. Ça a été compliqué parce que c'est un budget qui est tight, mais c'est. Non, après. C'est assez cool, il faut qu'on te file les swags MyAmateur d'ailleurs. Si tu veux, sur l'accompagnement, je pense que c'est bien de les accompagner justement dans ce monde de brut un peu, parce qu'ils vont faire leurs produits, ils vont faire leur bébé, ils vont faire tu vois, ce qu'ils vont proposer. Mais après, il y a tout un monde de brut autour, tu vois, je sais pas, des financiers, des banques, des fonds, voilà, tout un tas de trucs. Ils vont avoir pas mal de portes fermées et c'est vrai que leur ouvrir des portes, leur faire du réseau, des contacts, etc., les aider là-dessus, c'est vachement important parce que c'est vrai que quand tu arrives, t'as beau avoir la meilleure idée du monde, si à côté, tu as une autre boîte qui a à peu près la même idée que toi en moins bien, il suffit qu'elle ait 2-3 contacts de plus et elle va lever l'argent et pas toi, et au final tu seras out. Tu feras des censés, ouais. Tu nous ferais une phrase en latin? Oula. T'as le droit de faire du faux latin. Ok. Hein. Errare humanum est. Ce qui signifie? L'erreur est humaine. Et ça, c'est particulièrement vrai en sécurité. On dit pep-cac, n'est-ce pas? Pep-cac, ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est. Alors, je vais prêcher un peu par paroisse, hein, mais les développeurs, peu importe qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, font des erreurs parce qu'ils sont humains. Et malheureusement, dans leurs erreurs, ça peut provoquer des problèmes de sécurité
qui peuvent mettre en péril leur société ou même leur poste ou les données personnelles de leurs clients, etc. Et c'est pour ça que moi, avec Bounty Factory, je viens à leur rescousse un peu là-dessus, tu vois. Et je les aide à prendre les devants et à sécuriser leur code, justement, avant que ça aille trop loin, quoi. Avant qu'il y ait vraiment quelqu'un de méchant qui prenne la main sur ce qu'ils ont fait sur l'infra, et qui abuse. C'est assez amusant parce que cette histoire d'erreur est humaine. Quand je pitch Clever, où on fait que de l'IT automation, où du coup, nous, on a mis que des bots qui gèrent les infrastructures, ce que j'explique, c'est que la production aujourd'hui, on veut tous achieve un uptime de 100% sans aucun problème. Et que ça, en fait, ça s'appelle la perfection. Et que par définition, la perfection n'est pas humaine. Donc, que s'il y a un putain d'humain qui se balade sur les serveurs, on aura nécessairement un jour un problème. Et que donc, c'est justement ça le point. Et c'est vraiment le point du pitch. Et aujourd'hui, de dire la perfection est par définition non humaine. Codons des machines parfaites, y compris dans la reproduction de leurs bugs qui sera parfaite, de la reproduction du bug. Et laissons les humains être créatifs, ce qui rejoignait ton propos précédent. Très bien. Bien, et écoute, merci beaucoup Corben. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir de te rencontrer en toge. Ouais, sexy. Hein. Cette histoire de M&M's sur un plateau télé, c'est une super mauvaise idée. En fait, ça se colle dans les dents, on sait plus quoi en faire, c'est le piège absolu. J'espère que ça vous a quand même plu comme vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Sinon, envoyez-la aux gens que vous aimez pas et inscrivez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, on parlera aviation et assurance.